Bonjour à tous. Nous voilà arrivés à la dernière série de tables rondes qui porte sur le tourisme durable, le pilier environnemental. Et on va particulièrement parler d'occupation culturelle et touristique des espaces naturels. Vous l'avez tous vu, les questions de base qu'on peut se poser, c'est l'espace naturel, comment est-ce qu'on maîtrise l'impact des touristes sur les espaces naturels, comment on peut réduire la pression sur les milieux naturels et comment on peut conjuguer tourisme, espace naturel et culture. Est-ce que c'est une démarche de sens ou pas ? Donc là, on est sur une conférence où, à part moi, c'est 4 intervenants masculins. Je précise que c'est un cas. Toutes les autres conférences étaient avec des hommes et des femmes, parfois même avec 4 femmes. Donc là, ça sera 4 hommes. Mais c'est 4 hommes bavards. Donc je pense qu'on ne va pas avoir de mal à mener cette table ronde. Vous êtes donc 4 hommes de terrain. Je vais vous passer la parole, bien évidemment, chacun. Je vais vous demander, dans un premier temps, de nous donner... l'objectif de ces rencontres, c'est aussi de donner des pistes de progrès et de futur et de travailler sur cet objectif-là. Avec... in fine, une question de base, c'est tourisme et espace naturel. Est-ce que c'est pas un peu antinomique sur le long terme ? Donc, 4 intervenants. Donc, Stéphane Adam de la Fédération nationale des parcs naturels régionaux de France. Benoît Loriou, maire de Pontcroix. Petite cité de caractère du Finistère pour ceux qui ne connaissent pas. Nicolas Monco, qui est du ministère de la Culture, chargé de mission tourisme et attractivité, et Éric Rollet, président de Défimed. On va passer un peu dans le désordre. On va commencer par le terrain, vraiment le terrain, à savoir Benoît, maire de Pontcroix. Pontcroix, comme je l'ai dit, dans le Finistère, c'est le pays du vent et du goémon. C'est le pays du plouc. C'est toi qui me l'as dit, hein, pays du plouc, le paroissien. J'aimerais que tu nous dises un peu comment, sur ces territoires totalement naturels, comment est-ce qu'on accueille les touristes ? Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors, avant de commencer à me présenter, j'ai une petite pensée pour tous mes collègues dans le Finistère. On a été très touchés par ces 2 tempêtes. Et là, on va parler espace naturel. Et vous allez voir que j'ai une étiquette au sein de la communauté de communes sur les espaces naturels et on a perdu à peu près 1 arbre sur 4 et à certains endroits 10 mètres de côte. Donc voilà, on a une pensée pour notre paysage qui était très touché par cette tempête. Et voilà. Mais on va en parler justement parce que il faut être résilient, il faut aller au-delà de tout ça. Donc je suis Benoît Loriou, maire de Pontcroix, petite cité de caractère, 1700 habitants et vraiment sur la pointe bretonne, donc tout près de la pointe du Raz. Donc voilà, on a eu 207 km/h là jeudi dernier. Donc vraiment la pointe très avancée, une pointe très naturelle. Alors quand je dis plouc, hein, qui veut dire paroissien en breton, eh bien c'est parce que quand on dit c'est un plouc, c'est quelqu'un qui est un petit peu voilà, qui est perdu dans sa campagne. Et c'est vrai que c'est un territoire, le Cap Sizun, hein, cette pointe qui est vraiment à l'extrême ouest et qui n'était pas relié par beaucoup de communication, etc. On a pratiquement été les derniers à avoir l'électricité et je pense qu'on sera les derniers à avoir la fibre, mais c'est pas très grave, on survit avec ça. Donc un territoire par contre très sauvage et aujourd'hui on en a fait une force. Donc je suis maire d'une commune littorale qui est donc impactée aussi par la loi littorale, on en parlera peut-être tout à l'heure parce que c'est une contrainte administrative, urbanistique très forte pour nos aménagements, mais qui à côté de ça est très intéressante pour protéger nos paysages et nos territoires. Et deuxièmement, je suis aussi vice-président à la communauté de communes du Cap Sizun Pointe du Raz et on gère le grand site de France de la Pointe du Raz. On est un grand site et donc je suis administrateur à ce grand site de France et qui a une politique de conservation des paysages. Le label Grand Site de France, c'est avant tout un label paysager. Qui après amène à une dominante touristique, bien sûr, parce que quand on a un label, c'est que
on est au-dessus des autres, voilà, c'est qu'on a quelque chose de différent à montrer, et bien cela amène, nous, la Pointe du Raz aujourd'hui, le site de la Pointe du Raz, c'est à peu près entre 800 000 à 1 million de visiteurs par an, voilà, qui sont amenés. On l'appelle la ruche, c'est pas pour rien, parce que nos touristes sont les abeilles qui viennent voir la ruche, et donc ça fonctionne plutôt bien. Donc voilà un peu la présentation, je ne sais pas si je vais plus loin, mais c'est vrai que les contraintes aujourd'hui, elles sont... alors, ce qui est compliqué, c'est les espaces naturels sont chez nous des espaces naturels protégés. Une grande partie de nos territoires appartient au Conservatoire du littoral et au département du Finistère. Donc des espaces protégés. Qui ont donc une valeur intéressante, hein, il y a une valeur écologique, on a une faune et une flore particulières, et ça, il faut le préserver. Sauf que, alors on était très éloigné du tourisme il y a encore quelques années, on va pas vous le cacher, on avait un paysage protégé, mais très peu de touristes, et le fait de labelliser la Pointe du Raz a amené... eh bien, voilà, des visiteurs à venir découvrir ce territoire. Et à partir de là, il a fallu se prendre en main et choisir le tourisme que l'on voulait faire. Il fallait pas, on n'était pas forcément intéressé par un tourisme de masse, hein, on n'a pas une communication très foudroyante, on va dire, mais il fallait quand même aménager les choses. Alors le mot aménager, je l'aime pas tellement, je le dis toujours, on préfère ménager sur nos territoires un peu sensibles. On va plutôt ménager nos espaces littoraux, nos espaces protégés, pour éviter d'avoir une empreinte trop importante des visiteurs sur ces espaces-là. Donc on est plutôt dans cette démarche-là. On évite, alors je vais donner des petits exemples, mais sur certaines pointes, là je suis en train de gérer une pointe qui s'appelle la pointe du Millet, qui est une pointe au nord du Cap Sizun. Eh bien, on a retiré les 3/4 des sentiers qui marchaient dans la lande, etc. On les a retirés parce qu'on se rendait compte que, plus on multipliait le nombre de sentiers, plus les gens marchaient sur ces sentiers-là, et créer de l'érosion de la côte, etc. Et donc on a limité. Alors les gens marchent tous sur le même, du coup, voilà, il est vraiment équipé pour, mais on évite des fréquentations un petit peu aléatoires sur ces territoires-là. Donc c'est un exemple type, c'est qu'aujourd'hui on est plutôt à fermer des sentiers. C'est pas qu'on veut moins de personnes, c'est qu'on veut vraiment les guider sur des choses, enfin sur des terrains où il y aura nettement moins d'impact du visiteur. Donc il y a ces exemples-là, on a d'autres. Voilà, aujourd'hui, pendant un temps, on mettait des poubelles partout sur nos territoires pour éviter qu'il y ait des déchets par terre. On s'est rendu compte que ça fonctionnait pas, donc on a retiré toutes les poubelles. Et on a juste mis un panneau à l'entrée des parkings en disant vous venez nous voir, mais repartez avec vos déchets. Et ça fonctionne plutôt bien. Je dis pas que c'est encore 100% efficace, mais c'est quand même quelque chose qui fonctionne. Donc c'est toutes ces petites techniques qui vont être mises en place. Alors on a, nous, au sein de la communauté de communes, un service important qui s'appelle, on a un service espace naturel. Alors je suis pas sûr qu'il y en ait dans toutes les communautés de communes, mais nous on en a un parce que c'est un levier important pour notre territoire. Il fait partie de notre projet de territoire dans le Cap Sizun. Et ce service-là, qui embauche, on a une équipe, on a à peu près 30 personnes qui travaillent sur les espaces naturels protégés chez nous. Donc, ce qui est quand même énorme pour une communauté de communes de 10 000 habitants. 15 000 quand tout va bien, 15 000. Voilà. Et donc on est ce service-là, il est là à la fois pour mettre en valeur ces espaces naturels, et puis après on a un autre service. Enfin voilà, on a un service touristique, enfin un office de tourisme communautaire, etc. Et qui lui va mettre en tourisme ces espaces-là. Alors sous quelle forme? On travaille sur des découvertes des pointes. On a plusieurs pointes. Il y a Pointe du Raz, Pointe du Vent, etc. Donc découverte des pointes. Mais tout ça, à chaque fois, il faut le contrôler. On peut pas, sinon c'est très clair, on risque de perdre le label Grand Site de France si on n'est pas dans une maîtrise de cette fréquentation de notre site, clairement. Deuxièmement, on est sous la coupe à la fois du département et du Conservatoire du littoral qui nous mettent des obligations d'entretien de ces terrains, sans pour cela en augmenter la fréquentation. Voilà. Et là, sur la pointe que je gère plus personnellement, la pointe du Millet, on nous a carrément interdit aujourd'hui de communiquer
de communiquer sur cette pointe parce qu'on estime que le public qui visite déjà cette pointe est déjà suffisant et que le bouche à oreille, les réseaux sociaux, parce qu'après on maîtrise plus les réseaux sociaux, hein, quand les photos circulent, quand les avis circulent, eh bien on peut plus les stopper. Donc à partir de là, par contre, on a arrêté toute communication, que ce soit papier, informatique, etc., de notre part, pour stopper, enfin pour ne pas augmenter la fréquentation sur ces sites-là. Donc voilà un petit peu cette organisation qui est mise en place. Alors je sais que ça dépend des territoires, on n'est pas tous dans la même situation, mais pour nous c'est vraiment le capital de notre territoire, de notre communauté de communes, et qu'on souhaite vraiment valoriser, alors à la fois au niveau touristique, mais il n'y a pas que ça, hein. C'est-à-dire que on n'entretient pas nos espaces naturels simplement pour les visiteurs, on l'entretient parce qu'il y a de l'agriculture dessus, donc on a de l'élevage qui est dessus, on a de la culture aussi dessus, donc tous ces paysages, ils doivent éviter de se refermer. On a l'île de Ouessant qui est pas très loin de chez nous, vraiment encore plus à la pointe bretonne, où là on a abandonné l'agriculture sur cette île-là et l'île s'est refermée. Alors quand on dit ça, ça veut dire qu'elle est envahie par les ronces et les genêts, donc il n'y a plus de vie, on va dire la faune, une certaine faune a disparu. Et donc il faut absolument préserver l'agriculture, alors qui n'est pas intensive chez nous, hein, on est sur des toutes petites parcelles, mais on a gardé de l'élevage, on a gardé des cultures un petit peu particulières. On parlait du blé noir sur la conférence juste avant. On a gardé ces cultures-là parce qu'elles sont nécessaires aussi au développement d'une certaine faune. On a par exemple un oiseau qui est typique chez nous, le crave à bec rouge, qui n'existe que si on a des élevages de moutons sur la côte. Si on enlève nos élevages de moutons, cet oiseau disparaît. Et c'est pour ça qu'on a dû maintenir et même relancer parfois du mouton sur la côte. Voilà. Donc c'est des exemples comme ça où on est sur des équilibres qui sont très fragiles et qu'il convient de maintenir. Alors après, cette valorisation, encore une fois, elle est faite sur notre territoire parce que nous, on y vit, donc on veut aussi qu'il soit beau, mais on veut qu'il soit agréable, etc. Et puis derrière, eh bien, on sait que ça attire. Par exemple, la grande thématique touristique aujourd'hui chez nous, sur le Cap Sizun, eh bien, c'est sport, loisirs, nature. Pourquoi ? Parce qu'on a une aire de jeu, on peut y faire de l'escalade sur les falaises, du paddle, du kayak de mer, de la plongée sous-marine, etc., etc. Voilà, et tout ça, ça nous a forcément amené à une thématique touristique qu'on n'avait pas auparavant, qu'on n'imaginait pas. Et donc, c'est notre territoire qui nous a un petit peu imposé tout ça. Alors, on n'a pas de grand patrimoine. On a beaucoup de patrimoine vernaculaire, des chemins creux, des fontaines, des lavoirs, des moulins, etc. Donc ça, il y en a énormément. Et ça fait partie de ce patrimoine qui est sur ces espaces naturels et qu'il convient de protéger aussi. Et voilà, et c'est pour ça qu'on est sur cette démarche-là. Je suis bavard, je sais, donc j'arrête. Oui, j'avais prévenu, hein. J'avais prévenu que j'avais 4 bavards, donc je vais continuer avec ton voisin. Oui. Je crois que le mieux, c'est que tu présentes. La charge est lourde, hein, parce qu'il faut que je fasse aussi long. Alors c'est ça. Non, t'as le droit à 5 minutes aussi. D'accord. Oui, moi je suis un humble citoyen comme vous, et effectivement, il y a une quinzaine d'années, mon métier c'est d'animer des événementiels sciences et société. Et puis, j'ai animé pas mal de débats sur le changement climatique et la crise écologique. Et puis j'ai cofondé avec des amis cette association qui s'appelle Défimed, depuis la Côte d'Azur, mais qui rayonne sur l'ensemble, qui veut rayonner sur l'ensemble des pays méditerranéens. La question qu'on se pose au sein de cette association, c'est nous, les citoyens qui avons la chance de pratiquer le tourisme. Je précise bien quand même que tout le monde ne pratique pas le tourisme, hein, ça a été dit ce matin. Est-ce qu'on n'a pas un rôle à jouer à travers nos pratiques touristiques dans la transition écologique des territoires ? Et je dis toujours, quand j'entends l'offre qui se structure dans le tourisme durable, dans l'écotourisme, d'accord, mais pas d'écotourisme, nous c'est l'écotourisme, pas d'écotourisme sans écotouristes. Donc apprenons déjà à pratiquer l'écotourisme.
Donc on a créé un réseau et ça part, c'est tout simple, hein, c'est tout bête, hein, c'est des gens un peu partout dans les territoires qui se disent moi je connais un lieu magnifique avec des gens. Alors nous c'est la rencontre, hein, l'écotourisme d'abord, c'est donc le transfert de savoir-faire, d'art de vivre. On rencontre des personnes, ferme pédagogique, enfin pour tout ce que vous pouvez imaginer. Et puis on va vivre un séjour, une expérience très forte avec ces gens-là, et on s'est recommandé ces expériences, et on s'est dit pourquoi ne pas aller plus loin dans notre démarche. Donc on a monté un think tank avec des gens universitaires, des experts, etc., pour leur demander leur avis sur l'idée de monter un réseau en intelligence collective qui impliquerait les touristes eux-mêmes dans un engagement écologique. Et nous sommes en plein dans cette dynamique. Je dois dire, c'est pas parce que Nicolas est là, mais que nous sommes soutenus depuis pas mal d'années par le ministère de la Culture, entre autres. Et ça donne des résultats étonnants. Et alors, je tiens à le dire, parce que je vois qu'il y a des jeunes dans la salle, mais on donne une très grande place dans notre réseau à la jeunesse, aux étudiants et aux jeunes en décrochage scolaire, qui sont encadrés, avec des résultats époustouflants. Donc, les jeunes participent, découvrent. C'est le waouh. Donc, on leur demande de se filmer, de nous envoyer leurs petites vidéos. On leur demande de nous aider. Moi, je suis un vieux, hein, j'ai 60 ans, donc je maîtrise pas les réseaux sociaux. Comment on peut monter un réseau? Comment on peut communiquer? Comment on peut recommander dans des communes comme les vôtres une expérience forte dans laquelle il y a une dimension écologique, sportive. Je fais un clin d'œil à Philippe Verguin. Une dimension patrimoniale, culturelle, hein, une rencontre, encore une fois, avec des savoir-faire. Voilà, l'association, elle réunit des moyens pour se doter. Je vous invite à aller voir le site DéfiSmed, vous pouvez mettre le S au milieu, hein, défi au pluriel et med.fr. Et on a une cartographie, on commence à avoir ces outils en intelligence collective, ça continue à monter en puissance. J'ai pas entendu le mot tout à l'heure dans la table ronde d'innovation durable de Living Lab, mais on nous propose depuis l'océan Indien de monter un Living Lab sur l'écotourisme. Pour DéfiMed, c'est un peu compliqué quand même, l'océan Indien. Mais pourquoi pas, en tout cas d'en faire un modèle qui pourrait bénéficier à la métropole notamment. Voilà, donc on est dans des processus où nous, les citoyens touristes, on se demande toujours, et moi le premier, comment je dois pratiquer un tourisme qui soit le plus en rapport avec mes valeurs écologiques, les valeurs sociétales, et c'est pas simple. Donc voilà, et puis je termine par un projet que nous montons avec notamment l'Université de Toulouse, qui est une deuxième édition d'un MOOC. Alors les jeunes doivent savoir ce que c'est, hein, les cours en ligne gratuits pendant quelques semaines, que vous pouvez suivre en podcast. Et le prochain, si tout va bien, on croise les doigts, pour début 2025, sera donc l'écotourisme, pratiquons-le ensemble, apprenons à le pratiquer ensemble. Voilà. Et quand on se rend dans des lieux qui sont accueillants dans l'écotourisme, soyons adaptés à ces lieux écotouristiques, parce que même moi, je commets des imprudences et je n'optimise pas mon séjour quand je rencontre ces gens-là. Voilà. Et puis c'est des histoires fabuleuses hein, qu'on rencontre en Tunisie, en France, partout. C'est magnifique. Voilà. Merci. Stéphane, effectivement, on va continuer à tourner. Donc la fédération des PNR, je pense que je n'ai pas besoin d'introduire, ça y est, il est déjà parti. Merci Sophie, oui. Je travaille à la Fédération des parcs naturels régionaux sur des missions de développement. Alors c'est pas toujours ce qui est le plus connu des parcs, même si je pense que dans l'assistance, on a une assistance qui connaît un peu mieux que la moyenne, mais on est sur un réseau de 58 territoires, des grands territoires, une centaine de communes en moyenne. Et on les appelle des parcs naturels à leur création, mais on aurait pu aussi bien, on en parlait avec Sophie quand on préparait la table ronde, on aurait pu autant les appeler parcs naturels et culturels, puisqu'ils ont la particularité d'être classés par rapport à leur patrimoine, la richesse de leur patrimoine au pluriel, donc à la fois naturel et culturel. Et donc, ils ont cette richesse de patrimoine, mais aussi, ils sont habités. Donc, il y a 4,5 millions d'habitants sur les parcs naturels régionaux. Donc, ça, c'est pas forcément l'image qu'on a tout de suite. On pense tout de suite à des milieux, à des réserves naturelles, mais il y a plus de 300 000 entreprises, 850 000 peut-être emplois. Vous voyez, donc c'est une vraie réalité. Et c'est vrai qu'à l'époque,
quand on a créé ce concept, c'était une révolution, puisque on était plutôt à ce moment-là sur une logique on fait du développement ou on fait de la préservation. Vous voyez, donc, et le choix des parcs naturels régionaux, c'est de dire non, on va faire du développement en s'appuyant sur la qualité de nos patrimoines, et c'est pour ça notamment qu'on les protège. Voyez, et donc, du coup, par rapport à la question qui a été posée à plusieurs reprises là, pendant la journée, est-ce qu'on a intérêt, est-ce qu'on fait du développement durable, du tourisme durable? Nous, c'est pas, il n'y a pas de question, puisque la nature même des chartes de parc, c'est de construire un projet de développement durable pour les habitants. Avant tout. Donc ça veut dire qu'il faut pouvoir maintenir une population, et pas qu'une population de villégiature, une population de gens qui travaillent. Voilà. Donc le tourisme, pour faire le lien avec le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui un peu plus, il est au cœur des enjeux des parcs, puisque il va être dans une logique d'accueil, puisque les parcs ont vocation à accueillir du public, tout public. On est vraiment sur l'idée qu'on n'est pas des territoires uniquement pour des élites ou des scientifiques. On est là pour accueillir du public, accueillir, sensibiliser, éduquer. On voit déjà le lien avec une démarche touristique particulière. On est sur une logique de développement local. Ça veut dire qu'on va accompagner les acteurs touristiques, en l'occurrence. Mais aujourd'hui, les acteurs touristiques, ce sont les hôtels, les guides, mais c'est aussi les agriculteurs, les artisans, qui sont partie prenante. Voilà. Et bien sûr, on va être dans des logiques de préservation des patrimoines, encore une fois, parce que c'est le capital principal. Et le tourisme, c'est quoi? C'est de la valorisation de patrimoine, de paysages. Voilà. Donc, vous voyez, on est vraiment dans une logique d'accompagnement. Donc on va par exemple développer des outils de type marque qui ont vocation à différencier et à valoriser des acteurs qui soient touristiques, artisanaux, agricoles. On a aujourd'hui 2200 entreprises qui sont bénéficiaires, qu'on met en réseau, qu'on appuie sous l'angle de la formation et qu'on aide à communiquer. On a aujourd'hui un certain nombre d'actions sur les réseaux sociaux qui nous permettent de valoriser ces acteurs. Voilà. Donc, voilà. Le tourisme, il est vraiment au cœur. Et je dirais, on ne fait pas du tourisme pour le tourisme, on fait du tourisme par rapport à ces enjeux de territoire que je viens de vous évoquer, pour que ces territoires restent vivants, ouverts et innovants. Voilà pour introduire peut-être le sujet. On reparlera peut-être un petit peu plus des démarches qui visent à gérer la fréquentation, peut-être tout à l'heure. Absolument. Partons, Nicolas. Donc, Nicolas, moi, je pense que tu es un petit peu moins sur le terrain, clairement, puisque tu es basé à Paris, donc évidemment moins dans un espace naturel. Ceci dit, quelles sont les perspectives complémentaires que tu peux nous proposer par rapport à ce qui vient d'être dit, surtout en termes de culture et d'espace naturel? Oui, bonjour à tous. Moi, j'ai participé à cette table ronde pour deux idées. La principale, c'est de parler du point de vue des stratégies des politiques publiques nationales qui rejoignent, donc une mobilisation nationale, mais qui rejoignent l'action des territoires sur le terrain, notamment une mobilisation qui s'est traduite par le plan embarquant tout le gouvernement, mais aussi les territoires qui étaient le plan de relance et de reconquête du tourisme, le plan Destination France. Le terme reconquête et transformation était central. Et avec la perspective de se dire que la France serait une destination leader du tourisme durable dans le monde à échéance de 10 ans. Et si vous regardez bien sa structuration, on fait des deux atouts principaux les patrimoines naturels et les patrimoines culturels. Derrière le mot patrimoine culturel, il y a la culture dans toutes ses dimensions. Donc moi, je voulais juste donner 2-3 éléments de mon regard et du travail que nous faisons en interministériel sur cette stratégie nationale, et puis dans un deuxième temps, mais je reprendrai la parole après, peut-être sur le fait qu'aujourd'hui, c'est dans l'air du temps de travailler étroitement ces enjeux naturels, ces enjeux culturels, dans évidemment des soucis de conservation, de préservation et de qualité, et que c'est probablement la chance extraordinaire de nos territoires, et en France particulièrement demain.
Juste au niveau des politiques publiques, moi ça fait presque 10 ans que je travaille sur ce thème, donc en interministériel avec nos régions, avec les acteurs de la culture et du tourisme. Et nous savons tous que nous avons un immense défi à relever, dont on a parlé aujourd'hui, mais à mon avis pas suffisamment, qui est la question de cette répartition des flux touristiques dans l'espace et le temps par rapport à une baisse de pression sur un certain nombre de milieux, qu'ils soient naturels en particulier, mais pas que. C'est véritablement un défi français. Quand on disait 80% des flux touristiques nationaux et internationaux sur 20% du territoire, ça se traduit par le problème des calanques, ça se traduit par des queues infernales au musée du Louvre, dans certains endroits, il y a une table ronde sur le tourisme, mais dans beaucoup d'autres villes aussi des engorgements, et aussi sur les espaces naturels qui méritent aujourd'hui d'être équipés autrement et d'être traités dans une alliance culture et tourisme de deux façons. Des équipements, il y avait par exemple des dispositifs dans le plan Destination France, France Vue sur Mer, pour des sentiers, etc., pour arriver à canaliser autrement et surtout à aménager pour un bien-être touristique et pour le développement des territoires, les parties naturelles. Mais tout ça est toujours conjugué avec d'autres pratiques, notamment les pratiques sportives, vous en avez parlé, la randonnée, le vélo, et tout de suite, immédiatement, des points d'intérêt sur le territoire qui ne peuvent être que culturels. La rencontre avec les habitants, avec l'histoire d'un territoire, vers ceux qui ont façonné ce territoire. Et c'est comme ça que nous travaillons au quotidien avec la Fédération française de randonnée, avec les cyclotouristes, avec les véloroutes, etc. Les itinéraires culturels du Conseil de l'Europe, où il reste des livres, si vous en voulez, là-haut, qui sont un programme fabuleux. Et c'est justement en arrivant à jouer sur ces dimensions-là, dans une conjugaison, on le fait avec les parcs, avec toi Stéphane au quotidien, avec d'autres acteurs, et je reparle des itinéraires, c'est demain la chance de la France que de traiter bien et de conjuguer ces deux parties, la culture et les espaces naturels, qui n'ont pas forcément toujours l'habitude de travailler ensemble, et c'est certainement à cette jonction-là qu'on donnera une chance incroyable à tous nos territoires, parce que le pétrole de la France, c'est bien sa culture et sa richesse naturelle, un littoral incomparable en termes, je sais plus, 1200, 1500 km de littoral, 5 massifs montagneux, des espaces effectivement de forêt, etc., en densité les plus importantes en Europe. Et donc on a là tout un tas d'atouts, voilà, c'est ça le terme que je cherchais, d'atouts qu'il nous faut absolument défendre en y faisant extrêmement attention, en les préservant. C'est donc jouer sur un travail territorial fin pour attirer les touristes dans l'espace et le temps, je le dis toute l'année, dans des endroits où ils ne venaient pas d'habitude. Et je redis sur la question de la culture, il faut aussi animer sa destination toute l'année pour faire du tourisme 4 saisons. Et l'offre culturelle dans toutes ces dimensions s'y prête particulièrement. Par ailleurs, et j'en terminerai là pour mon premier propos, c'est que le lien à la nature, notre anthropocène, enfin toutes ces questions-là, c'est bien éminemment une question culturelle. Et comprendre aussi le lien aux habitants, au territoire, et comment l'homme a façonné un territoire et a dialogué avec lui dans la durée, eh ben, c'est comprendre cette culture-là qui nous permet aussi d'avoir les clés pour, comme tu le dis Eric, arriver en tant que consommateur, citoyen, touriste, comprendre comment on respecte ce territoire demain. Donc c'est cette conjugaison qu'on essaye de travailler au quotidien dans l'intérêt des territoires. Et vraiment, je reviens sur cette question de répartition des flux. Nous, au ministère de la Culture, toute notre politique publique avec le gouvernement, c'est pas d'arroser là où il pleut. C'est effectivement de dire nos territoires ont une chance incroyable, des patrimoines et des atouts considérables. C'est à nous, en provoquant la rencontre des acteurs culture, tourisme et des acteurs qui travaillent autour de l'environnement, comme l'a fait le plan Destination France, c'est comme ça qu'on donnera un départ et un succès touristique à nos territoires pour un tourisme qui sera vivable, supportable et humain. Merci, merci Nicolas. J'ai oublié de me présenter, je suis Sophie Métadier, je suis maire de Beaulieu-les-Loches, une petite commune d'Indre-et-Loire, et vice-présidente de Petite Cité de Caractère. Et Petite Cité de Caractère est également, et vraiment dans cette optique-là, c'est de dire répartissons les touristes et faisons-leur découvrir nos petites communes rurales. Et justement, je me retournais vers toi, Benoît, tu parlais... de ton espace naturel qui est un lieu de vie alors animal avec les moutons et compagnie, mais également entrepreneurial et humaine. Par rapport
au savoir, enfin tout ce qui est culture immatérielle. Tu m'avais parlé de Goémon, notamment. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que tu veux faire, ce que tu veux faire ou ce que tu as fait, je ne sais plus. Ouais, justement, au niveau de l'Office de tourisme, on a eu une réflexion importante sur quelle était la force du territoire, et on s'est rendu compte qu'on avait des savoir-faire qui étaient un petit peu particuliers, liés, encore une fois, à notre terrain. Et bien, on a développé justement un tourisme des savoir-faire plutôt qu'un. Voilà, alors on n'a pas de château, on a quelques beaux manoirs, mais ça s'arrête là. Et donc, par contre, on a des savoir-faire qui sont très particuliers, qui sont liés à la côte, des métiers que les gens ne connaissent pas et qu'il faut également sauver. Alors, les goémoniers, hein, c'est les ramasseurs d'algues hein, qui servaient à alimenter les terres ensuite. Et aujourd'hui, les goémoniers continuent à travailler puisqu'on en a sur la commune. Et ces goémoniers, bon, maintenant c'est pour l'industrie pharmaceutique ou les produits de beauté, etc. Et ce savoir-faire du goémonier, du ramassage du goémon, eh bien c'est quelque chose que très peu de gens connaissent. Et donc on a voulu le mettre en avant. Alors avec d'autres métiers, puisqu'on est une presqu'île, on a eu aussi une variété d'abeilles un petit peu particulière, l'abeille noire de Bretagne qui est chez nous, qui n'a pas été polluée génétiquement. Donc on a développé aussi ce savoir-faire du développement de l'abeille noire, comment on maintient une abeille riche bretonne, puisqu'elle est adaptée à nos vents de 200 km/h là, et donc il faut la garder, il faut l'entretenir, etc. Et donc tous ces savoir-faire, à la fois au niveau agricole, au niveau artisanal également, puisqu'on a beaucoup de chantiers de marine, construction de bateaux en bois, etc., etc. Et bien c'est ça qu'on montre aujourd'hui aux visiteurs, plus que un simple patrimoine, un bâtiment. Alors on a des très belles églises, on nous parlait de nos églises en granit, mais on est aujourd'hui sur plutôt quelque chose qui est un patrimoine du savoir-faire. C'est d'ailleurs comme ça qu'on le présente quand on l'amène sur en présentation auprès des touristes. Et là, j'insiste sur justement l'écotouriste, la personne qui vient, qui se déplace sur un territoire comme ça, où honnêtement, oui, on est éloigné, on est parfois éloigné de tout. Il y a des gens qui nous disent, attendez, la première ville, elle est à 40 km. Alors, il y a d'autres territoires où c'est le cas, en montagne, etc. C'est pas particulier à chez nous. Mais c'est vrai qu'on est, voilà, c'est presque une île, c'est une pointe. Et donc, l'écotouriste, il vient ici pour découvrir quelque chose de différent. Alors, on a des voisins juste à côté. On voit bien la différence. Nous, on a les Bigoudins qui sont juste à côté de chez nous. Et les Bigoudins, eux, ils ont bétonné la côte. Voilà, ils ont énormément construit. C'était la Côte d'Azur de tous les Bretons qui venaient ici sur les plages, etc. Et donc cette côte-là, elle n'a rien à voir avec celle que l'on a. Et justement, cette différence de tourisme entre du tourisme résidentiel où les gens vont en bigoudénie pour avoir une belle vue mer, etc. Chez nous, ils vont plutôt venir se balader sur le sentier côtier, découvrir les zones naturelles protégées que l'on a sur notre territoire, etc. Et faire des sports, des activités qu'on peut faire grâce à notre paysage. Voilà. Et ça, plus toute la partie savoir-faire dont tu nous parlais à l'instant. Voilà. Ok. Oui, on aura encore plein de questions, mais je pense qu'on va y venir. Mais je vais donner la parole d'une manière égale à ces quatre intervenants. Eric, tu m'avais parlé du fait, en fait, il faut qu'on métamorphose les habitants, enfin, et les entrepreneurs, etc., en éco-accueillants et les touristes en éco-touristes. Tu m'avais parlé aussi d'une très jolie expérience avec des jeunes décrocheurs. Je pense que ça va intéresser tout le monde de voir un peu comment tu as travaillé sur ce sujet-là. Oui, je vous invite, c'est très simple à trouver. Vous allez sur la chaîne YouTube, vous tapez Défimed Ariège, je pense que c'est 2 mots-clés, et vous allez tomber sur la vidéo. C'est une expérience, on fait partie d'un Erasmus+, Défimed, avec des Irlandais, des Italiens, des Français bien sûr, des Belges. Et dans ce cadre, on a imaginé, nous, à Défimed, partie française, cet Erasmus+, les 2 mots-clés, c'est décrocheur, NEETs en anglais, donc décrocheur, jeunes en décrochage scolaire. Il faut savoir qu'il y en a de plus en plus en Europe. Et puis écotourisme.
Et de ce fait, on s'est dit, mais c'est un super défi de voir comment des jeunes en décrochage scolaire qui ont perdu du sens pour X raisons dans leur vie, qui n'ont plus aucune motivation, ou très peu, et qui sont complètement perdus, pourraient retrouver du sens à travers des rencontres avec des acteurs de l'écotourisme. Donc par les hasards et les vicissitudes de Defimed et de tout son réseau, on a monté une première expérience dans l'Ariège. Et puis là, il y a une association qui s'appelle la PAAGIP, qui est formidable, qui encadre des jeunes. Et pour eux, c'était nouveau d'aller proposer à 8 jeunes, donc ils sont partis à 8 jeunes décrocheurs que j'ai rencontrés, mais ils sont partis sans moi, en montagne. Des jeunes qui, pour la plupart, ne connaissent pas la montagne. Hein. Ils ne sont pas quittés leur ville, il y avait un SDF, enfin bon, c'est pas décrit dans le film, c'est très sobre, mais c'est des cas assez lourds. Et je vous invite à voir le film. C'est très émouvant. C'est rendez-vous en terre inconnue en réalité. Hein. Donc vraiment pour ces jeunes, c'est une vraie découverte. Alors après, oui, le film ne dit pas ce qu'on fait après avec ces jeunes. Alors je vous le dis, puisque je l'ai appris il y a 15 jours, et pas que grâce à cette expérience, mais 80% de ces jeunes ont retrouvé suffisamment de confiance en eux à travers cette expérience et d'autres pour se relancer dans une formation ou trouver du travail. 80%, c'est un beau succès quand même. L'encadrant était très ému en me disant ça. Et c'est déjà ça, l'écotourisme. C'est aussi un facteur d'inclusion, c'est un facteur de sens dans tous les sens du terme. Et ça permet effectivement à ces jeunes qui sont au bout du bout, qui n'ont pas la chance, comme d'autres, de faire des études, comme moi qui ai fait des études, bien que je vienne d'un milieu compliqué en Seine-Saint-Denis, mais moi j'ai eu des parents qui se sont battus pour que je puisse, avec mon frère, on puisse faire des études. Mais pour ces jeunes-là, ils parlent dans le film, d'ailleurs qui ne parlaient pas au départ, hein, ils parlent dans le film, et l'écotourisme prend du sens et leur a redonné ce sens-là. C'est déjà pour moi énorme. Donc on est en train de voir avec toutes les parties prenantes de l'Erasmus, de s'inspirer de cette expérience, et je monte dans le nord de la France pour aller aussi activer avec une école de la deuxième chance ce genre d'expérience. Donc oui, ces jeunes en décrochage scolaire, c'est une très belle expérience, mais les étudiants aussi, c'est une très belle expérience, parce qu'ils nous posent des tas de questions. Pour eux, l'écotourisme, c'est... Je fais un clin d'œil à Nicolas, mais il sait, mais pour beaucoup de monde, l'écotourisme, c'est bobo. C'est marginal, et je rajoute, c'est le fumeur de joint au coin du feu, vraiment. Donc ça n'a aucun intérêt pour les maires, parce que les gens consomment pas, ils viennent là avec leur pique-nique, ça n'a aucun intérêt. Mais on est tellement loin de la réalité, en réalité économique et sociale de l'écotourisme, que le rôle de l'association Defimed et de nous, les membres, c'est de montrer avec les jeunes que l'écotourisme a d'autres facettes, bien d'autres facettes, beaucoup plus intelligentes et intéressantes. Je voulais t'interroger sur l'accompagnement des PNR. Donc les PNR ne sont pas là pour réglementer, mais sur l'accompagnement des PNR sur la préservation des espaces naturels et sur la découverte par les habitants et par les touristes de ces espaces naturels. Quel est le rôle et quelle est la capacité des PNR d'accompagner dans ce domaine-là, qui est fondamental pour pouvoir accueillir au mieux les touristes? Je disais tout à l'heure, c'est une des 5 missions des parcs, puisque à côté de contribuer au développement, à l'aménagement, préserver bien sûr, et puis expérimenter, il y a l'accueil, l'information, qui va jusqu'à l'éducation des publics, donc et notamment les jeunes publics, pas que, mais c'est vrai qu'il y a tout un axe d'intervention des parcs qui vise à travailler avec les plus jeunes, parce qu'on se dit que c'est là où l'investissement il est le plus efficace, le plus productif par rapport aux générations à venir. Donc on rejoint là, je pense, des préoccupations qui ont déjà été évoquées. Après la question c'est aujourd'hui on est un petit peu on a un peu le retour de la médaille, c'est-à-dire qu'on a beaucoup travaillé sur des logiques d'attractivité, justement pour encourager les gens à venir découvrir ces patrimoines. Et ponctuellement, on peut avoir effectivement des problèmes de fréquentation qui ont été évoqués. Alors, c'est pas de la surfréquentation, hein.
de façon systématique. C'est pas du surtourisme non plus, mais c'est une vraie préoccupation parce que, encore une fois, si vous n'êtes plus en capacité d'apprécier les patrimoines parce qu'il y a beaucoup de monde. Alors, il y a à la fois la question de la quantité qu'on évoque souvent, des pics de fréquentation, mais ce qu'on sent et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit arriver des nouveaux publics, des nouveaux touristes. Et donc là, c'est pas qu'une question de volume, c'est une question aussi de capacité à les aider à mieux comprendre comment fonctionne un espace naturel ou un espace protégé. Tout le monde ne sait pas forcément que s'il marche un peu à côté du chemin, eh ben, il va piétiner des espèces rares, il va perturber de la faune parce que voilà, on va empêcher la nidification d'espèces. Donc et puis les pratiques sobres, les pratiques... Vous voyez, donc il y a une vraie question là de capacité à accompagner alors cette ouverture qu'on souhaite d'ailleurs, puisque, encore une fois, on n'a pas vocation à créer des ghettos de CSP+. Donc notre objectif, c'est de pouvoir donner les codes à ces gens-là. Et donc, il y a plusieurs moyens. On peut citer, on l'a dit, les démarches de diversification, d'étalement des flux. Il y a la question du traitement des sites, l'accès aux sites, les aménagements, les parkings. Mais je voulais retenir peut-être plutôt deux leviers qui me semblent être les plus importants pour nous par rapport à ce qu'on est, par rapport au fait qu'on a quasiment pas de pouvoir réglementaire. Ça, c'est important à savoir. On mobilise la réglementation des communes, du département, de la région, mais les parcs n'ont quasiment pas de pouvoir réglementaire. Donc l'objectif et la manière de faire des parcs, c'est le contractuel. C'est la sensibilisation, la discussion, la négociation aussi. Et donc on va d'abord communiquer, on va travailler sur des logiques de communication. Je pense je trouve un thème qui mérite vraiment qu'on s'y attarde là de plus en plus, c'est les questions de communication engageante. Vous voyez, des communications un peu différentes de ce qu'on a l'habitude de faire, donc surtout pas des injonctions, des interdits, pointer du doigt les gens, mais plutôt travailler un peu plus finement sur, vous voyez, une communication un peu décalée, qui s'appuie d'ailleurs sur une analyse des comportements, pour faire évoluer ces comportements et faire en sorte que les gens prennent conscience qu'il y a des alternatives par rapport à des pratiques courantes. Alors ça, c'est la première des choses. Et là-dessus, les parcs mettent en œuvre des ambassadeurs, des personnes qui vont faire de la médiation, plus donc ces démarches, je pense, d'avenir en termes de nudge et de communication engageante. Et puis l'autre levier qui me semblait important, et on ne le dit pas assez, c'est la connaissance des flux, la connaissance de la fréquentation. On maîtrise assez bien la connaissance de la biodiversité, de la qualité des milieux, les inventaires, ça on sait faire. Par contre, quand on parle d'apprécier la fréquentation, eh bien, on se rend compte que là, on manque de données à la fois quantitatives et qualitatives. Et donc, il y a un vrai besoin pour pouvoir mettre en place des politiques publiques pertinentes. On a besoin de mieux connaître la nature des flux, de la fréquentation. Et je donnerai juste un ou deux exemples. On travaille actuellement au déploiement d'un outil avec le ministère des Sports et le pôle des sports de nature, le pôle national des sports de nature. C'est un outil qui s'appelle la Outdoor Vision, et qui est très intéressant parce qu'il permet de localiser, de quantifier, d'évaluer les traces grâce à la remontée des données numériques. Vous savez, puisqu'aujourd'hui, les gens, quand ils pratiquent des activités de pleine nature, ils le font souvent avec leur téléphone. Et donc, on travaille en partenariat avec les pratiquants, avec les opérateurs aussi, pour faire remonter le maximum de traces pour pouvoir ensuite avoir cartographier et donner des éléments pour ensuite pouvoir mener les bonnes actions en connaissance de cause. Voilà. Donc, voilà quelques exemples que je vais donner. Il y a aussi,
on pourrait en parler, mais si ça vous intéresse, on pourra revenir, mais des outils de sensibilisation. Et là, je donnerai l'exemple de celui qu'on travaille avec la LPO France, c'est l'outil Biodisport, qui est aussi un moyen de faire discuter les pratiquants de sport de nature et les amoureux de la faune et de la flore en évitant des zones sensibles, les zones de nidification par exemple. Et donc là, on a une vraie plus-value dans le dialogue qu'on instaure entre les parties prenantes. Merci. Nicolas, tu nous disais que tu travaillais sur l'interministériel. Comment ce travail entre culture, espace naturel et tourisme trouve un écho justement au niveau de tous les ministères? Comment tu verrais ça? Eh bien, comme je le disais, l'analyse, elle est que la France est confrontée donc au défi de concentration. Il faut donc donner, et les régions et les départements, les collectivités de travail, il faut donner chance à tous les territoires. Tous les territoires sont en capacité de développer un récit, une attractivité touristique. C'est absolument certain. Et donc la question de la politique publique, c'est de le faciliter, c'est de l'accompagner, donc en arrêtant d'arroser là où il pleut, ce que je disais tout à l'heure. Et c'est de donner cette chance-là au territoire. Et certes, évidemment, je l'ai dit, le tourisme peut avoir tout un tas de conséquences négatives et de pression sur les milieux. C'est aussi un travail de terrain. Je pense notamment aux travaux que font aussi les grands sites de France, etc. Remarquable pour arriver à gérer ces flux. Ce que vous faites dans les parcs et des FIMED aussi, autour de la pédagogie, autour de toutes ces questions-là de transmission aussi de savoir. Mais moi, la parole que je voulais donner ici, elle est portée en interministériel et même au-delà. Je la partage aussi avec nos collègues d'ADN Tourisme dans les territoires, avec qui on en a parlé lors de leur récent congrès. C'est que l'alliance de la culture, du tourisme et de la nature, c'est ça le levier de démarrage demain pour les territoires qui n'ont pas encore forcément démarré. Le Covid, ça a été dit ce matin par la conférencière, le Covid a apporté des transformations à nos modes de comportement, de consommation, mais en fait, il a surtout été un accélérateur de tendances qui existaient déjà avant à bas bruit. Aujourd'hui, 3 ou 4 choses à retenir, très rapidement, 3 ou 4 mots. Le tourisme de proximité est un phénomène en grand développement. Je n'ai plus besoin d'aller loin. Je peux même aller à 10 km de chez moi, ce qu'on appelle le locatourisme, pour redécouvrir des ailleurs proches. Tout un tas d'endroits que je parcourais et que je n'avais jamais vus. Il y a aussi la question de l'itinérance et des mobilités douces. Je pense voir au fond de la salle mon camarade Alain sur les chevaux, mais quelle autre façon de redécouvrir le territoire qu'à pied? En vélo, à cheval, par les canaux, etc. Tout un tas de choses aujourd'hui qui sont en train de se réinventer, il n'y a pas besoin d'aller loin. Donc l'alliance proximité, mobilité douce, mais aussi un tourisme de sens, un tourisme de nature. La première chose que les gens ont faite en sortant de chez eux confinés, ça a été de redécouvrir la nature et de se remettre à en profiter. Mais aussi avec toute une introspection qu'on a pu avoir nous-mêmes. Alors, il faudra que ça se confirme, mais la question plus que jamais d'un tourisme de sens. Et ça commence peut-être par là, la question dont on parle, d'interroger le sens, mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? Et donc, je redis, ne pas forcément aller loin, tout ce que je dis participe en fait à une interrogation sur le sens aujourd'hui du devenir du tourisme. Et une façon de la répondre, c'est de se mobiliser ensemble. Les acteurs donc interministériels, ça a été traduit dans le plan tourisme, c'était le ministère de l'Environnement, du Développement durable aujourd'hui, c'était nous, c'était le ministère du Tourisme, c'était Atout France qui fait des campagnes et des AMI en ce sens, ils l'ont parlé tout à l'heure. C'est toute cette mobilisation d'ensemble avec l'ARF, ADN, Tourisme, etc. Les fédérations, les réseaux, en disant nos territoires ont une chance incroyable parce qu'il y a la culture et la nature avec des patrimoines considérables en France. Dernière chose, ça a été évoqué, j'ai découvert en étant très vexé il y a peu de temps que la culture n'était plus la principale motivation d'aller dans un territoire. On interroge les gens, vous allez passer l'été prochain des Français en vacances, pourquoi vous allez dans tel territoire? Les gens disaient parce que j'aime bien le patrimoine, parce que j'aime bien ça. Eh bien aujourd'hui, ça fait jeu égal, mais on est dépassé de 2% l'an dernier par le sport.
Les pratiques sportives aujourd'hui sont une motivation. Alors le sport, c'est marcher tranquillement, c'est pas être un champion, c'est toutes les pratiques ordinaires, etc., depuis le vélo, et qui sont aujourd'hui, je le rappelle, à conjuguer également avec la culture, et les sports, ils s'exercent en extérieur, dans les espaces naturels. Voilà une raison de plus. Pensez aussi au tourisme de se faire du bien à la tête, se faire du bien au corps. Ce sont les deux leviers aujourd'hui de la demande. Merci beaucoup à tous les quatre. Je pense qu'il est largement temps, parce qu'il nous reste un gros quart d'heure, de passer aux questions. Et je suis sûre qu'il y en a dans la salle. Par contre, je ne sais pas si on a quelqu'un pour passer les micros. Très bien, merci. Merci, bonjour. Merci beaucoup pour vos interventions. Et deux outils sur lesquels j'aimerais bien que vous puissiez réagir. Le diagnostic de territoire qui inclut la dimension patrimoniale au sens large, parce que quand on parle d'espace naturel, il y a aussi un aménagement et un travail de l'homme. Il n'y a pas de forêt naturelle en Europe, elles sont travaillées par l'homme. Donc prendre en compte cette dimension historique et cette approche d'un diagnostic et de la capacité de ce territoire à supporter une activité nouvelle. Et puis deuxième outil, est-ce que vous avez la possibilité de le développer? Et vous l'avez un peu évoqué dans le travail avec la LPO et puis les sportifs et les pratiquants d'outdoor, de sport de plein air, de pleine nature. C'est la question des usagers et de leur télescopage. Moi, je vis pas loin de la montagne. On a des contradictions en permanence entre la personne qui prend la montagne pour son activité physique, qui fait son trail, qui court et qui n'a rien à faire du randonneur tranquille, quel que soit son âge, le VTT, mais il y a aussi l'éleveur qui est là avec ses patous. Voilà, les usagers, comment est-ce qu'on les réunit? On m'a parlé récemment de gens qui font du deltaplane et qui se sont heurtés à des aigles parce que y a des aiglons qui apprennent à voler et qui se retrouvent d'un seul coup avec un deltaplane qui n'était pas prévu, donc ils piquent, ils attaquent. Hein. Ça fait partie de leur gène, on dira. Donc comment est-ce qu'il y a des outils qui sont déjà en place? Comment on peut les diffuser, les disséminer pour qu'on ait cette démarche globale? Je pense que sur la première question, peut-être que tu vas pouvoir répondre. Sur la partie plus télescopage entre habitants et touristes, je vais laisser la parole à Benoît. Oui, sur les paysages, c'est ça, c'était la question sur le fait qu'on n'a pas de paysage originel où l'homme n'aurait pas mis sa patte. C'est clairement nous le contexte, puisque encore un peu plus peut-être que d'autres espaces protégés, mais je crois que c'est une réalité en France et quasiment dans le monde entier. C'est des paysages qui ont été façonnés par l'homme, et c'est l'activité agricole notamment qui a fait en sorte d'arriver aux paysages qu'on connaît aujourd'hui et qui sont appréciés d'ailleurs en tant que tels parce qu'ils sont le reflet d'une vie. Et je pense, Nicolas l'évoquait, les gens qui viennent aujourd'hui, alors pas tous, mais je crois que de plus en plus ils viennent trouver du sens et comprendre comment un territoire fonctionne, comment il a évolué. Alors les lectures de paysages, par exemple, c'est des choses extraordinaires. Ça vous décrypte un territoire en très peu de temps avec une facilité quand c'est bien fait. Moi, je trouve que c'est remarquable. Donc, il y a cette attractivité qui est liée au paysage. Alors après, il y a une limite peut-être dans la notion de paysage qu'on peut évoquer, c'est la dimension paysage, mais vue sous l'angle de la carte postale, vous voyez, du côté, j'allais dire Instagram, vous voyez, c'est-à-dire avec les conséquences très négatives qu'on peut connaître, c'est-à-dire le fait que les gens vont aller découvrir un site parce que il y a un influenceur qui a dit il faut absolument que vous preniez la photo avec derrière l'arrière-plan, la carte postale. Et du coup, on est sur une logique qui est négative, quoi, et qu'il faut combattre, je crois. Qu'il faut là aussi, il y a de l'éducation à faire, notamment chez les influenceurs. Nous, on travaille avec un certain nombre d'influenceurs pour faire passer des messages où on leur dit effectivement il y a des sites, c'est pas la peine d'y aller. Parce que de toute façon, ils sont déjà très connus, et donc il faut jouer plutôt le côté attendez, on va vous faire découvrir d'autres sites. Et puis il faut surtout éviter cette espèce d'attraction qui est malsaine d'ailleurs en plus, parce que
ou perturber là, complètement des fois des territoires, parce que après un influenceur, vous voyez arriver des milliers de personnes qui viennent prendre une photo. Donc voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais cette notion de paysage, elle est vraiment essentielle dans nos stratégies. Et puis pour la partie plutôt interférence entre les touristes et les habitants, y compris les moutons qui s'égaillent un peu partout. Non, oui, rapidement. Alors c'est vrai que, et justement dans un projet qui soit le projet de territoire ou le projet d'un grand site, tout ça c'est écrit, on doit l'écrire. Parce que si on ne met pas autour de la table d'un grand site de France, enfin du projet grand site de France, les agriculteurs, les habitants, etc., ça ne fonctionnera jamais. Ça ne fonctionnera jamais. Et c'est pour ça, moi, on a participé à des réunions publiques, enfin, on a mis en place des réunions publiques très importantes où tout le monde venait, alors c'était les habitants du territoire qu'on interrogeait. Parce que, comme tu le disais tout à l'heure, on a une très bonne analyse de la faune locale. La seule qu'on ne connaît pas, c'est le touriste. Parce qu'on ne sait pas comment il va réagir, on ne sait pas où il niche et on ne sait pas comment il va se comporter. Et donc ça, c'est un peu notre souci. Par contre, sur le reste, quand on vit sur ce type de territoire hyper protégé, encore une fois, et que l'on souhaite protéger, eh bien, il faut mettre des règles. Et on met des règles en agriculture. On leur dit, bah voilà, il y a telles cultures qui peuvent être faites à tel endroit, mais pas d'autres, parce que ça crée des contraintes. On est forcément en bio sur certains territoires, etc., ce qui n'est pas évident, hein. Pour les agriculteurs, il y a forcément des contraintes. Et puis, le télescopage avec le touriste, eh bien, ça fait partie de l'éducation. On en parlait tout à l'heure, l'écotouriste, il faut lui apprendre. Quand il arrive sur un territoire, on va lui dire clairement, eh bien non, ça se fait pas. On peut pas faire ça. Alors déjà, parce que souvent, c'est dangereux. Nous, on a tous les ans des morts sur nos côtes. Ce sont des touristes, hein. C'est pas les gens qui habitent sur le territoire, mais quelqu'un qui va se baigner dans une baie où il faut pas se baigner parce qu'on sait que les courants sont pas bons, bah voilà, et perdent la vie. Et on a d'autres, voilà, et le télescopage avec les habitants du territoire. Alors souvent, les Bretons ont un peu la tête dure en plus. Souvent, ça cogne un peu. Il y a des fois, c'est compliqué. Il y a des choses qui sont dites, qui sont parfois un peu dures. Mais encore une fois, il faut que ce qu'on veut, c'est faire partager notre expérience, nous, en tant qu'habitants sur notre territoire. Et ça, il faut l'apprendre aux visiteurs qui viennent. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas faire un tourisme de carte postale. C'est ce que je voulais dire. Il ne faut pas que les gens ils viennent juste pour prendre une photo. Il faut qu'ils viennent vivre une expérience. Et si l'expérience, c'est pas du parapente, mais autre chose, juste de la rando, eh ben, ça doit être que de la rando. Et c'est pour ça que nous, on s'oriente sur le sport nature, parce qu'on sait très bien que c'est une aire de jeu agréable. Mais on veut que les sports qui vont être pratiquées et la détente qui va être pratiquée sur le territoire, elles correspondent et qu'elles aillent avec l'ensemble du territoire. On rentre pas dans un champ où il y a des vaches et des taureaux. Enfin voilà. Et ça, bien tout ça, il faut le mettre en place et on l'écrit. Et c'est pour ça que dans notre projet de territoire et dans le projet du Grand Site de France, où tous les élus participent, et tous les habitants participent, on arrive à écrire ces contraintes-là, alors que l'on impose aux autres, mais qu'on s'impose à nous aussi. Hein. Il y a des endroits, sur ma commune, on a interdit le jet ski sur l'esplanade. Bah ouais, j'aimerais bien peut-être faire du jet ski un jour. Enfin, ça m'intéresse pas, mais il y en a qui aimeraient bien. Eh bien non, c'est interdit. Voilà. Et c'est ces contraintes-là qu'il faut clairement écrire. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Si je t'interromps pour qu'il n'y ait pas de questions, là, je vais me faire très mal voir. Forcément des questions dans la salle. Oui, elle nous a un peu rappelé à l'ordre en disant qu'il fallait qu'on sait. Moi, je voulais juste rajouter un dernier point. Je suis un peu casse-pied. C'est l'interministériel. C'était pour taquiner Nicolas. On a un vrai problème sur justement l'interministériel au niveau des territoires et justement entre le ministère de l'Environnement et le ministère, on va dire, de la culture, qui nous demande de sauver nos patrimoines. Moi, je travaille souvent avec les architectes du patrimoine et les architectes des bâtiments de France sur nos territoires. Et puis à côté de ça, on a d'autres réglementations des ministères de l'Environnement qui viennent casser ce qui a été fait. Voilà. J'ai un autre métier à côté de mon métier de maire. Je suis restaurateur de moulins. Et là, il n'y a pas très longtemps, on a dû fermer des moulins qu'on a restaurés, dans lesquels on a sauvé des savoir-faire, etc. Parce qu'on a un ministère de l'Environnement qui nous a dit, bah non, mettez un moteur électrique dans votre moulin à eau et arrêtez vos trous parce que toute l'eau doit couler dans la rivière, sauf qu'elle coule là depuis plus de 1000 ans. Enfin voilà. Et ça, cette interférence entre des politiques publiques, eh bien nous sur nos territoires, en tant que maire, elles sont parfois dures à vivre. Voilà. Je voulais le dire parce que ça fait partie, quand il y a un grand projet national, des fois, ça se télescope. Là, c'est pas entre l'habitant et le visiteur, mais c'est entre les différents ministères. Oui, c'est pas le seul sujet. Il y en a plein d'autres dans ce domaine.
Bon, je vais quand même te donner le droit de réponse. Moi, je répondrai... Non, mais je répondrai juste à ce que vous dites, qu'on arrive au terme de cette journée. Tourisme durable et culture, on ne pouvait pas le faire avec un partenaire avec autant de plaisir que les petites cités par rapport à tout ce que vous représentez, parce que ça fait aussi 10 ans qu'on travaille ensemble sur les droits culturels, sur la participation, sur le tourisme comme une conséquence heureuse en fait de tout un travail profond qui est fait. C'est pas une finalité, mais c'est une retombée heureuse. Et de notre côté, malgré tous les défauts qu'il y a dans l'action publique et tous ces biais, eh bien, on n'en fait certainement pas assez au ministère de la Culture sur les questions du tourisme. On n'est certainement pas assez nombreux. C'est pas partout, mais il y a aussi beaucoup qui militent à l'intérieur et dans la sphère culturelle pour dire nous, on est la culture et le tourisme, c'est pas nous. On n'a pas à travailler ensemble. Eh bien, ce genre de journée, si on se retrouve, même si on est bien imparfait, on est plein de bonne volonté, il faut qu'on continue à dire que ces acteurs ont tout à travailler ensemble dans le bénéfice des territoires pour qu'on se comprenne mieux, qu'on respecte mieux la nature, l'homme, un territoire façonné par l'homme, et que c'est par ailleurs, je le répète, une chance incroyable pour notre pays que de travailler ensemble et de se mettre autour de la table sur des projets de territoire concrets, comme on le fait par exemple avec les petites cités de caractère que je remercie encore aujourd'hui. Que le ministère de la Culture se préoccupe de tourisme, c'est un combat de tous les jours. Je voulais le dire. Mais parce qu'il peut y avoir des résistances en interne, comme les conflits dont tu parlais tout à l'heure. Et voilà, on s'y inscrit avec tous les partenaires que vous êtes et autour d'événements pour montrer qu'on ne va pas lâcher, parce que le sujet, il est important pour nos territoires et pour l'économie de notre pays également. Eh bien, cette table ronde s'achève sur ces remerciements que je vais renvoyer moi-même au ministère de la Culture, parce que franchement, en tant que petite cité de caractère, monter une journée comme celle-ci avec toi, Nicolas, et donc avec le ministère de la Culture, c'était un vrai plaisir. Merci à tous.